Ces travaux ont donc considérablement affiné les définitions politico-juridiques, qui sont les définitions essentiellement juridiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les définitions qu'on connaît de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Ces travaux ont même précisé, apporté d'autres précisions et d'autres concepts comme les politicides, les famines criminelles, les ethnocides. Ces travaux ont également porté sur le processus génocidaire, c'est-à-dire ce qui, on pourrait dire, est la mise en perspective du phénomène, en mettant en évidence le poids des cycles de violence, le continuum des violences, et en mettant aussi en évidence les dynamiques guerrières. Les génocides sont toujours associés soit à des cycles de violence, soit à des guerres. Enfin, ces travaux ont réfléchi sur la relation entre les génocides et la modernité, c'est-à-dire la relation avec la rationalité totalitaire, la modernité de certains paradigmes idéologiques et la modernité aussi de la reconstruction des États. Ces travaux nous permettent donc d'aborder, avec des outils conceptuels peut-être mieux ciselés, mieux définis, et avec des précautions méthodologiques, nous permet donc d'aborder l'histoire des génocides et en particulier l'histoire du Burundi. Le cas du Burundi est assez intéressant dans la mesure où il est souvent masqué par l'histoire du Rwanda et le génocide du Rwanda qui a eu lieu en 1994. Le Burundi, là je fais très rapidement une petite présentation, apparaît comme le frère jumeau du Rwanda. Il partage d'ailleurs avec le Rwanda beaucoup de points communs, économiques, sociologiques, ethnographiques, anthropologiques, et ainsi de suite. Avec le Rwanda, il y a tout de même quelques différences. Le Burundi a connu 2 génocides, un en 1972, un en 1993, donc bien avant le génocide rwandais. Autre différence, c'est plutôt, si on fait une sorte d'audition macabre, c'est plutôt la population Hutu, ou la communauté Hutu, on fait l'ethnie Hutu, qui a été la victime de ces massacres. Le Burundi a connu depuis 1993 une guerre civile qui est en train de se terminer et à l'heure actuelle connaît une situation qui s'apparente à une transition politique où effectivement les acteurs de guerre sont devenus les acteurs de paix et où le gouvernement a décidé d'affronter ce défi de l'histoire et a engagé un débat public, un débat politique et un débat scientifique sur l'histoire au Burundi. Projet d'écriture du Burundi auquel je participe, qui a été lancé par l'UNESCO, mais qui effectivement est un projet gouvernemental. Ce projet affronte, on pourrait dire, 2 types de problèmes que je voudrais présenter parmi tant d'autres, en fait 2 essentiels. Un problème, on pourrait dire, classique de la recherche et un problème aussi classique, mais souvent pas abordé, de l'écriture de l'histoire. Pour le problème de la recherche, très rapidement, on a été confronté au problème des sources et des preuves. Et l'intérêt, ou disons l'avantage de travailler sur un génocide immédiat ou du temps présent, c'est que le défaut de trace, qui est généralement la situation la plus courante quand on étudie un génocide, ce défaut de trace peut être compensé par l'exploitation des sources orales, peut être compensé par l'exploitation des sources médiatiques, et y compris par certaines exploitations de sources officielles internationales. Étudier un génocide du temps présent suppose donc, et ça c'est très important, que l'historien participe ou soit épaulé par l'environnement humanitaire. Encore faut-il que cet environnement humanitaire, c'est-à-dire les médias, les autorités locales, la communauté internationale, les institutions internationales, crée un contexte favorable au témoignage et n'obscurcisse pas, par des rapports diplomatiques, la réalité des faits.
On est dans une situation, on pourrait dire, dans le cas du Burundi, assez intéressante, puisque pour les deux génocides, celui de 72 et celui de 93, on a deux situations différentes. En 72, il n'y a aucun rapport international, aucun état des victimes, un seul document officiel qui minimise l'événement, tandis que la communauté internationale contribue à cette amnésie en effaçant des traces démographiques. Les seuls documents qu'on possède sont des témoignages qui sont des témoignages, on pourrait dire, de deuxième main, c'est-à-dire de deuxième temps. En revanche, pour le génocide ou les massacres de 93, on possède des rapports bien établis, des témoignages, une iconographie qui, malgré les imperfections, et bien sûr en respectant les règles de la critique historique, sont exploitables. Le deuxième problème de la recherche concernant ce champ des génocides concerne, on pourrait dire, la définition, la caractérisation de l'événement historique. Question qui est très importante dans la mesure où souvent elle est demandée aux historiens qui sont sollicités comme des experts de la chose juridique. L'intérêt de l'approche comparative, c'est qu'on peut étudier les massacres de masse et effectivement les caractériser comme génocide ou comme massacre de masse à caractère génocidaire. Le problème de l'interprétation est, disons, plus facile. Par définition, l'historien n'étudie pas un événement dans sa dimension catastrophique. Il étudie la série, il étudie la durée. Le problème qui se pose là n'est pas tellement en termes méthodologiques, mais plutôt de la part des pressions de l'opinion publique. L'opinion publique ne comprend souvent pas que l'historien tend à comprendre un événement. Et elle est souvent tentée de penser que la compréhension de l'événement, c'est en partie excuser l'événement. Et là, il y a une disjonction, ou disons une petite fracture entre le travail de l'historien et l'opinion publique. Généralement, l'opinion publique, elle a un problème, ou elle veut répondre à un problème. Qui a commencé ? Or, l'historien répond plutôt à une question, c'est comment est-on arrivé là ? Ces questions de recherche sont des questions qui, effectivement, produisent un travail qui est inachevé, qui est un arrêt sur propos, mais ça, je crois que c'est le propre de toute histoire immédiate, que d'arriver à un résultat qui est perfectible, qui n'est pas définitif. Le deuxième problème, là, je ne ferai que conclure, c'est celui de l'écriture. Et là, c'est un problème tout aussi important que celui de la recherche. L'écriture du génocide doit être une écriture experte, prudente, alors que les demandes sociales, les sollicitations politiques sont pressantes. Est-ce que c'est une écriture qui est complexe, alors que les démarches pédagogiques et didactiques supposent une vulgarisation ? Est-ce que c'est un travail, un devoir de mémoire, ou est-ce que c'est un devoir d'histoire ? En réalité, on est, dans l'écriture de l'histoire, devant, non pas une impasse, mais une difficulté dont il faut prendre conscience. Faut-il alimenter le passé par, on pourrait dire, une mémoire douloureuse, ou étudier le passé pour vivre dans le présent à l'image d'un travail de deuil. Et de façon pratique, l'écriture de l'histoire du génocide va être confrontée à une question qui est, on pourrait dire, pédagogique, didactique, mais aussi scientifique. Les génocides sont des événements, des méta-événements, des événements déterminants, mais sont-ils des mythes fondateurs de l'histoire ? Cette dernière réflexion d'inspiration pédagogique didactique retrouve en fin de compte les interrogations posées par la reconstitution et l'analyse de tels événements. Je vous remercie.